Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré à l'intelligence artificielle dans l'éducation. L'intelligence artificielle, c'est vraiment un sujet capital, c'est une véritable révolution. De nombreux pans de notre économie y sont concernés, je devrais dire tous les pans de notre économie. C'est une révolution technologique qui bouleverse la façon dont nous communiquons, dont nous apprenons, dont nous travaillons. Et cela va bien sûr impacter le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Ça l'impacte déjà. C'est ce qu'on va découvrir tout au long de l'heure que nous allons passer ensemble avec nos deux invités. Avec tout d'abord Olivier Delagarde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur du Collège de Paris, une communauté d'établissements. Aujourd'hui, c'est combien de campus, d'étudiants, d'écoles? On est présent sur toute la France et on forme à cette rentrée 16 000 étudiants, 80% apprentis et 35 000 adultes en formation continue. Voilà, donc vous êtes vraiment au cœur de ces bouleversements dans le secteur de l'éducation. Et vous êtes également ici parce que vous venez de sortir un livre que vous avez, vous êtes à l'origine de ce livre qui s'appelle l'IA éducative, l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur, paru aux éditions Bréal et qui marche bien, si j'ai bien compris. Oui, il y a eu un très bon lancement. On sent que le sujet intéresse les gens. En face de vous, deuxième invité, Stéphane Crisan, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Good Grades, alors une start-up. On est dans l'intelligence artificielle. Comment la présenter? Une application, un assistant? Good Grades a développé un assistant intelligent d'évaluation d'examen, tout simplement. Alors, je vous rappelle que ce webinaire est interactif. Vous pouvez poser vos questions aux invités tout au long de l'émission grâce à notre modératrice, je les poserai à nos invités. Et puis, on aura un temps de réponse et d'échange en fin de webinaire. Alors, avant de commencer par les intelligences artificielles dans l'enseignement supérieur, j'avais envie d'avoir un petit historique de l'intelligence artificielle. Tout a commencé dans les années 50, Stéphane. Oui, tout à fait. C'est une histoire assez récente, finalement. Et dans les années 50, on a affaire à des scientifiques qui sont plutôt visionnaires, parce que la technologie n'est pas encore en place. Donc, on a Alan Turing qui imagine le test de Turing, qui vise à analyser si une machine peut avoir une conversation sensée avec un être humain. Donc, on voit déjà la vision. Et puis, on a la fameuse conférence de Dartmouth College avec John McCarthy et ses collègues en 1956 qui lance pour la première fois le concept, l'expression d'intelligence artificielle. Donc, ils sont à la fois visionnaires et ils vont projeter on va dire les efforts de recherche et du reste, mais il faut quand même attendre les années 70-80 pour voir apparaître les premiers systèmes experts. On peut citer Mycin, qui avait fait le boom à l'époque. C'était un système qui analysait les infections sanguines. Les experts de l'époque disaient qu'ils l'analysaient mieux que les médecins. Je leur laisse la responsabilité de ces propos. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'IA commence à intégrer le monde du travail de manière conséquente, à aider à l'automatisation, etc. On peut citer plusieurs usages. Le robot Piper qui accueille les clients en magasin et les conseille. Le Watson d'IBM qui est très connu aussi, qui aide les médecins dans leur diagnostic médical. Dans le domaine de l'assurance, il y a un programme intéressant qui tourne en particulier chez AXA, qui évalue les dommages à partir des photos qui ont été prises des dommages et qui chiffre et qui estime les coûts de réparation. Puis enfin, en RH, on se rapproche petit à petit de l'éducation. On peut citer le programme de Clustry qui prend en compte les trajectoires professionnelles des salariés pour pouvoir proposer des trajectoires de développement professionnel qui vont répondre aux attentes en termes de besoins de compétences de la compagnie ou du groupe en question. Aujourd'hui, ça touche tous les secteurs d'activité, c'est une vraie révolution. Depuis 4 ans, 5 ans, tout le monde en parle, certains sont inquiets. Et aujourd'hui, dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement supérieur, la notion d'intelligence artificielle, elle est apparue quand? Vous, au Collège de France, quand est-ce que vous vous êtes dit, bon, il faut qu'on s'y intéresse sérieusement dans nos fonctionnements? Alors, comme ça a bien été rappelé par Stéphane, en fait, l'intelligence artificielle, elle est née de l'enseignement supérieur, puisqu'elle est issue de processus de recherche
recherche qui sont portés par des universitaires. Donc naturellement, l'éducation s'y est intéressée depuis longtemps. Je crois qu'avec tout le développement de l'e-learning qui est quasiment aussi vieux que la révolution numérique, il y a eu déjà beaucoup de tentatives d'automatiser des tests, de proposer en adaptive learning, on en parlera, des contenus spécialisés, des automatisations plus ou moins réussies. On sent bien que depuis, on va dire, le début des années 2010, tout ça monte en puissance. L'initiative Good Grades, les aides à l'évaluation, c'est des projets qui ont déjà quelques années. Donc nous, on s'y intéresse depuis longtemps à travers le centre de recherche d'Ascensia, notamment notre école de commerce. Mais soyons francs, la grande date, celle qui marquera le fait que l'intelligence artificielle s'est invitée massivement dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur, c'est quand OpenAI met ChatGPT à disposition du grand public le 30 novembre. Et là, tout d'un coup, c'est une explosion d'usage et de la part, en premier lieu, des élèves eux-mêmes. Voilà, et une explosion d'usage qui impacte aussi bien les élèves, qui impacte aussi le suivi des élèves, qui impacte aussi les professeurs et aussi l'encadrement, le suivi des élèves. C'est assez impressionnant. Alors, l'IA a toujours fait peur. Et j'ai presque envie de vous poser la question provoque. Beaucoup de gens sont inquiets. Notamment, est-ce que, par exemple, l'IA peut remplacer l'ingénierie pédagogique, les professeurs? Alors, oui, beaucoup de gens sont inquiets. C'est pour ça que l'angle qu'on a choisi pour ce livre là sur l'IA éducative, c'était d'avoir une approche positive. Ça, c'est la première chose. Et vous avez raison de dire que l'intelligence artificielle, elle va impacter toute la communauté éducative. D'abord, vous évoquiez l'ingénierie. Effectivement, les cadres pédagogiques, ceux qui conçoivent des programmes, des référentiels de compétences, de certification, ils vont pouvoir s'appuyer sur ces outils. Les formateurs eux-mêmes, les professeurs, les enseignants qui sont au cœur du dispositif, qu'on peut accompagner dans l'évaluation, mais aussi dans la conception de cours, dans la production d'exercices. Tout ça, c'est des gens qui vont être en première ligne. C'est pour ça qu'on a lancé un certificat formateur à l'ère de l'intelligence artificielle au sein du Collège de Paris. Et puis, ça impacte aussi les élèves, parce que les élèves, ils sont instantanément emparés de cet outil pour s'aider, pour s'accompagner. Et donc, voilà, c'est vraiment tout le monde qui est touché. C'est tout le monde qu'il faut embarquer dans cette révolution. Alors, embarquez-nous dans la révolution de l'ingénierie pédagogique. En quoi l'intelligence artificielle va être utile pour les responsables pédagogiques, les ingénieurs pédagogiques et les professeurs? Est-ce que vous avez des exemples concrets, peut-être que vous avez cités dans votre ouvrage? Oui, bien sûr, parce que si je prends par exemple la construction des référentiels, c'est-à-dire un référentiel de compétences, à qu'est-ce que je vais être capable de faire à l'issue d'un programme de formation, un référentiel d'évaluation, comment je vais vérifier que des personnes sont ça, un référentiel de formation, quelles activités je vais mettre en place pour conduire à ces compétences. Tout ça, vous pouvez déjà demander à ChatGPT de vous aider à préparer ça parce que l'IA générative, en tout cas dans les versions qui sont aujourd'hui accessibles, elle adore les trucs normés. Elle fait très bien les fiches de poste, elle fait très bien les contrats, comme l'a montré une de nos startups, Good Legal. Tout ça, tant que c'est structuré, ça lui plaît bien. Et donc, on va interroger l'outil, donc on va rédiger, l'ingénieur pédagogique va rédiger des prompts. En guidant l'outil, il va avoir des premières versions qui vont plus ou moins lui aller, il va lui reposer d'autres questions, et puis après, il va évidemment y mettre sa patte, son talent propre, mais c'est comme si tout d'un coup, on lui avait donné une calculatrice, alors qu'avant, il faisait ses calculs à la main. Voilà, donc c'est un facilitateur, un accélérateur, Stéphane Crison. Je sais que vous avez une expérience dans l'e-learning précédemment, oui. C'est comment vous voyez les choses, c'est vraiment ça, oui, un facilitateur? C'est un facilitateur, et puis c'est quelque chose qui va mettre par exemple les ingénieurs pédagogiques en situation de confort et de performance. Ils vont pouvoir faire plus leur métier et donner plus de création de valeur pédagogique à les matériaux qu'ils sont en train de développer. Je pourrais juste citer deux exemples. Donc, il y a un premier exemple qui a été cité par Olivier, c'est-à-dire que la génération de scripts, donc avant, ça prenait des heures. Ça prenait des heures, soit au prof, soit à l'ingénieur pédagogique. Et on n'était pas là sur la création de valeur pédagogique majeure du métier de l'ingénieur pédagogique. Donc aujourd'hui, c'est largement facilité. Ça prend quelques minutes après avoir revu les brouillons qui sont émis. Un autre exemple qui est un peu plus projectif, c'est la génération de vidéos 2D, bientôt 3D, à partir de photos de l'intervenant et en ayant cloné sa voix, qui va aussi économiser du temps. Et tout le temps économisé, c'est vrai pour ce métier-là, mais les autres aussi, vont permettre aux ingénieurs pédagogiques de vraiment donner leur valeur avec leur sensibilité humaine, etc., aux matériaux pédagogiques qu'ils sont en train de développer.
Voilà, il faut s'approprier de ce champ au sein du Collège de Paris, de différents enseignants. Vous sentez qu'il y a cette appropriation, un petit peu de réticence, parce qu'on disait que l'IA faisait peur parfois. De l'appropriation, oui, parce qu'on l'encourage, donc il y a de l'intérêt. Ça, manifestement, j'évoquais le certificat à la formateur à l'intelligence artificielle. On a eu beaucoup de demandes d'inscription, beaucoup de formateurs qui ont voulu participer. Donc il y a envie de découvrir ça. Il y a aussi des inquiétudes. Les outils de génération de vidéos, on a testé nous DeepBrain, par exemple, qui est une start-up coréenne qui produit, on lui donne du texte et elle vous produit une vidéo avec un formateur. Donc il y a toujours l'inquiétude, l'angoisse d'être remplacé. Mais ce qui est intéressant, je crois, c'est que ce qu'on a pu valoriser auprès de nos enseignants, c'est qu'en fait, ça surpondère leur capacité orale, c'est-à-dire leur capacité relationnelle à animer une formation, mais aussi à nouer une relation d'accompagnement individualisé avec leurs étudiants. Tout ça, ça monte en force et en puissance, ça prend d'autant plus d'importance que des fonctions plus mécaniques d'écrit commencent à être, sinon remplacées, au moins sérieusement accompagnées. Alors là, on a parlé du champ, on va dire, professionnel, côté responsable pédagogique, professeur, enseignant. Côté apprentissage, côté élève, que va apporter l'IA à part le ChatGPT qui peut servir à accélérer ses copies ou peut-être à tricher selon les mauvaises langues? Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que chacune des personnes qu'on forme, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, va évoluer dans un monde où l'IA sera utilisée, ou ChatGPT ou ses successeurs, parce qu'il n'est pas écrit que ça sera le seul outil à succès générateur de texte et demain de vidéo ou d'images. Chacun va devoir l'utiliser. Or, comme chacun va devoir l'utiliser, il faut qu'il soit formé à ça, parce que savoir rédiger un prompt, poser les bonnes questions, savoir avoir un regard critique sur ce qui est produit. Vous voyez, toutes ces fonctions un peu fondamentales de l'éducation, poser une problématique, analyser un texte, avoir un esprit critique sur ce qui est produit, plus que jamais, il va falloir développer ces compétences-là, parce que c'est ce qu'on va attendre de l'humain en face de la machine. Mais ça veut dire que l'IA aussi peut amener une certaine personnalisation des apprentissages, de la formation, une individualisation de la formation? Oui, parce qu'on touche à un Graal qui est celui de l'individualisation des parcours de formation. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas neuf, qui est très ancien. Et si vous voulez, le Graal éducatif, c'est quoi? C'est à la fois avoir une éducation qui soit massifiée, c'est-à-dire qui puisse être accessible à un grand nombre de personnes et qui, dans le même temps, puisse être individualisé, c'est-à-dire répondre aux forces et aux faiblesses de chaque apprenant, de chaque personne formée. Or, l'IA va permettre ça à travers des outils d'adaptative learning. On a par exemple une start-up de Centrale Supélec qui fait des tests, si vous voulez, où vous allez évaluer en maths, par exemple, les points forts et les points faibles d'un élève et qui va proposer des exercices et des contenus en fonction de ses faiblesses pour l'aider à s'améliorer. Et comme ça, les parcours de formation grâce à l'IA vont pouvoir être entièrement individualisés. Ça, c'est un outil dont on peut attendre une performance éducative extrêmement forte. Et on n'en est qu'au début. Il y a plein d'expérimentations, plein de start-up, j'imagine. Oui, bien sûr. Pour rester dans la même inspiration de l'adaptive learning, il y a des expérimentations qui sont en train de naître où finalement la machine va scruter le comportement d'apprentissage en e-learning de l'étudiant, qu'il soit jeune ou moins jeune, et en fonction de l'analyse que la machine va en faire, va pouvoir prédire si on a un comportement à risque par rapport à l'engagement sur l'apprentissage, s'il y a un risque de décrochage, etc. Et ça, c'est très intéressant parce que la machine arrive à décoder des signaux faibles que nous, intervenants ou responsables de programme, etc., nous décoderions que quelques semaines plus tard, etc. Et c'est trop tard. Vous voyez. Donc, il y a un vrai bénéfice à cette anticipation. Et c'est toujours pareil, c'est le couple machine et expert qui fait la performance et qui fait la plus-value pédagogique. Oui, mais le couple machine-expert doit se faire. Il y a un contrat de mariage à un moment donné. Ça veut dire qu'il faut se former et mieux connaître cette machine parce que appréhender et bien maîtriser ChatGPT, c'est une chose, mais l'intelligence artificielle au suivi pour suivre le parcours des jeunes, ça doit être compliqué pour des enseignants, les encadrants, même pour les administrations des écoles. Il faut les former. Il n'y a pas de secret. Il ne faut pas qu'on soit les cordonniers mal chaussés. Donc, la formation des formateurs, la formation des cadres pédagogiques à l'intelligence artificielle, elle est essentielle. Et elle est essentielle quand bien même on sait que des nouveaux outils vont apparaître et vont peut-être rendre ringards ceux d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas très grave. Parce que d'abord, on aura créé un état d'esprit
du formateur devant cet outil qui sera positif. Ça, c'est la première chose. On aura commencé à comprendre un peu comment fonctionne la machine. Il ne s'agit pas de former des experts de l'IA. Enfin, il faut que les gens voient comment ça marche, les modèles probabilistes, qu'ils comprennent pourquoi elle se trompe, pourquoi elle a raison, comment elle fonctionne, pourquoi elle n'est pas capable de citer les sources. On a plein d'éléments comme ça. Donc, il faut donner une intelligence générale du système et puis surtout créer un état d'esprit qui regarde l'innovation de manière positive et bienveillante, et donc des gens qui vont être capables d'accueillir au fur et à mesure du temps des nouveaux outils. Alors, je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On les traitera en fin de webinaire. Juste là, on est sur cette certification que vous proposez. Ça dure combien de temps concrètement? Qu'est-ce qu'on apprend? On découvre l'IA, on découvre des choses, mais après, il faut l'appliquer concrètement. C'est vous, au sein de Good Grades, vous apprenez, vous formez par exemple oui, tout à fait. Les enseignants à l'utilisation de cette intelligence artificielle. Absolument, la formation dont parlait Olivier rentre complètement dans notre prestation, qui est une prestation d'accompagnement du changement. Donc ça, c'est intéressant. Et au-delà de ça, nous avons conçu l'outil Good Grades avec les enseignants. Donc, c'est un outil qui a été conçu par les enseignants, pour les enseignants. Et c'est très intéressant aussi de passer le message aux EdTech aujourd'hui, qui fleurissent en nombre, de pouvoir travailler dès le départ, dès la conception, avec finalement les clients, les usagers, on va dire, finaux, qui sont les intervenants, mais aussi les étudiants. Donc, nous, on a eu des échanges avec les étudiants parce que dans cette application, il y a aussi l'émission d'un bilan pédagogique circonstancié à chaque éval, etc., etc. Donc, l'accompagnement du changement et la formation, c'est très important. Le fait de concevoir avec eux l'application, c'est aussi très important parce que sans eux, on aurait été moins intelligent. Alors, j'ai une question de Jean-Philippe. Et quelles seraient les composantes d'une formation continue en IA pour des enseignants des IPM? On peut donner quelques éléments sur ce qu'on a mis, nous, dans le certificat formateur à l'ère de l'intelligence artificielle. D'abord, comme toujours, il y a des éléments de base et de vulgarisation. Par exemple, l'historique excellent que nous a fait Stéphane tout à l'heure. Ça, c'est quand même important de comprendre comment c'est né. Le fameux test de Turing, par exemple, dont on a parlé. Donc, il faut comprendre le fonctionnement, les étapes, l'hiver de l'IA, pourquoi à un moment ça a moins avancé, pourquoi à un moment on s'est inspiré des réseaux neuronaux. Enfin, il y a toute une histoire. Je pense que ça, c'est important. Ensuite, il faut beaucoup de pratique avec les outils qui sont à disposition. Donc aujourd'hui, c'est ChatGPT, c'est les outils générateurs d'images comme DALL-E ou comme Midjourney. Donc il faut aller utiliser les outils. Et puis dans cette formation, il faut que ce soit une espèce d'open bar où beaucoup de startups, de boîtes qui ont réfléchi, des boîtes comme Good Grades, des boîtes comme DeepBrain que j'ai évoqué, des boîtes comme Polymnia ou Polycube. Enfin bref, des gens qui Polymnia, parce que c'est un outil qui aide, qui grâce à l'IA vous permet de vous perfectionner en élégance et en prise de parole en public. Donc, qui analyse votre geste, vos débits, ce que vous citez les chiffres, est-ce que votre syntaxe est bonne. Donc, voilà, il faut inviter des gens qui proposent ça et qui seront, je pense, contents et de présenter leurs solutions et d'engager ce dialogue avec les formateurs. Stéphane l'a très bien dit, les bons outils sont conçus avec et pour les formateurs ou avec et pour les élèves. Et voilà, donc, pas trop un peu de formation de l'histoire, un poil de philo, parce que c'est important de comprendre de quoi on parle quand on parle d'intelligence, et puis après beaucoup de pratiques sur la base des outils qui sont aujourd'hui disponibles. Parce qu'on posait des questions sur les usages concrets de l'IA, mais j'ai envie de répondre. On a eu l'usage pour les ingénieurs pédagogiques pour faciliter la conception des programmes. Il y a un usage également dont on n'a pas parlé, c'est le suivi des élèves. C'est-à-dire, vous avez évoqué, ça permet d'identifier les signaux faibles, les décrochages, mais ça, comment ça se met en place concrètement dans des établissements? Parce que chaque établissement a ses propres fonctionnements. Nous, par contre, on a développé un système qui s'appelle Alma Mater, qui va suivre le candidat depuis son désir de formation, c'est-à-dire au moment où il va interagir en disant je m'intéresse à tel ou tel programme, jusqu'à son insertion professionnelle, en passant par son admission, le suivi de sa scolarité, ses notes, ses contenus, ses productions. Donc ça, c'est déjà sa certification, et ça, c'est déjà des outils qui sont enrichis par l'IA. Vous avez tous les progiciels aujourd'hui de gestion de la scolarité qui sont assez largement diffusés, qui vont devoir se réinventer. Je pense à des logiciels comme Hyperplanning, comme Hypareo pour l'apprentissage, qui vont devoir être repensés, réinventés avec l'IA
pour apporter un meilleur suivi du parcours d'apprentissage des élèves. Mais, par exemple, vous parliez de ce que vous avez mis en place dans votre communauté d'établissement. Ça se met facilement en place ou pas? Parce que c'est long à mettre en œuvre. Après, il ne faut pas se faire d'illusions. Un projet IA, c'est aussi un projet informatique. Donc, ça a les avantages et les faiblesses de tout projet informatique, avec les retards, les développements, les réticences au changement. Il n'y a pas. Mais ça, à la limite, qu'on mette de l'IA ou pas, j'allais dire, ça ne change pas, ça change pas grand-chose à l'affaire. Puis vous avez un autre sujet qui est plus précis, qu'il faut d'ailleurs aussi mettre dans la formation à l'IA, qui sont toutes les questions de données. L'intelligence artificielle, ça s'alimente, ça mange, ça fonctionne des données. Pour développer un système d'évaluation aussi performant que GoodGrades, c'est beaucoup de copies qu'il faut donner à manger, si j'ose dire, à l'intelligence artificielle. Or ça peut poser des questions qui sont liées à la protection des données. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se traiter. On peut anonymiser des données, on peut vérifier que leurs conditions de traitement sont conformes à la réglementation, mais vous pouvez avoir des sujets un peu plus précis comme celui-là. Là, c'est une nouvelle question de Jean-Philippe. Comment assurer une veille sur les outils d'IA en éducation et les études scientifiques conduites, réussites, limites? Une veille, ça peut être assurée lors d'un programme de formation, justement. C'est-à-dire que ça fait partie des projets que les participants doivent mettre en place, et surtout le faire collectivement, parce qu'on est quand même à une époque où on a les esprits qui fusionnent un peu dans tous les sens, et donc on peut très bien demander à une cohorte d'effectuer une veille sur un sujet, sur une thème, avec un biais quel qu'il soit. Donc ça, c'est quelque chose d'assez facile et qui porte des résultats, puisque le groupe, le collectif, va plutôt faire des propositions étonnantes. Donc ça, c'est... Voilà. Après, les spécialistes et les experts trieront ce qu'ils ont à trier. Moi, je dirais que là, l'esprit pour bien faire la veille dans les établissements avec lesquels on travaille, si vous voulez, c'est un esprit d'ouverture et d'humilité. D'humilité dans la mesure où on ne trouve pas forcément une solution miracle comme ça du jour au lendemain, mais on accepte de faire du test and learn. Donc, on expérimente. Et dans cet accompagnement du changement dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi de décomplexer tout le monde vis-à-vis de l'IA, sur le fait que on va réguler les activités de l'IA avec l'être humain dans le domaine du travail, pour calmer peut-être les angoisses de certains, etc. Et sur le fait aussi qu'il y a plein de choses à faire pour devenir, encore une fois, plus confortable et plus performant ensemble. Alors, on parlait de cas concrets. On a vu qu'il y a effectivement des choses qui sont possibles dans le champ de l'ingénierie pédagogique, dans le champ de l'apprentissage, avec des formations et des choses qui sont très personnalisées. On a parlé du suivi global des élèves, l'évaluation aussi. Là, c'est un vrai sujet. L'IA peut apporter quelque chose de très important. Pourquoi l'évaluation, c'est un sujet vraiment important, j'imagine, pour tous les enseignants. Oui, c'est un sujet qui est important parce que c'est un sujet complexe et critique. C'est un sujet complexe tout simplement parce que, si vous voulez, on va demander en évaluation à l'enseignant d'endosser des rôles différents. Il va avoir un rôle à la fois d'entraîneur et arbitre. C'est pas facile d'être entraîneur et arbitre, on le voit bien dans le domaine sportif par exemple. Il est entraîneur dans la mesure où l'évaluation va lui permettre de cadrer, de réguler l'apprentissage de la discipline et aussi de motiver les participants avec bien sûr des effets de bord qu'il faut éviter, c'est-à-dire une motivation qui est plus forte pour la note que pour la discipline, et donc des réflexes d'individualisme ou de compétition exacerbée versus la collaboration avec les autres, parce que ce qui nous intéresse en entreprise, c'est bien la performance collective et non pas individuelle. Il y a d'autres effets de bord, comme vous le citiez, la triche, le stress scolaire, la résignation, voire même l'humiliation, dans certains cas, quand c'est mal géré. Donc, vous voyez, c'est assez complexe. C'est complexe aussi parce qu'il y a de multiples biais qui sont liés aux facteurs humains de l'évaluation, à la fois en multicorrecteur et en monocorrecteur, on en parlera peut-être tout à l'heure, et c'est critique tout simplement parce que l'évaluation conditionne la diplomation ou le passage de classe et est extrêmement énergivore et coûte un budget dingue, si je pouvais m'exprimer ainsi.
je regarde le président du Collège de France. Oui, c'est un budget dingue. Oui, c'est forcément un budget important parce qu'il y a du temps consacré à l'évaluation et ça l'est encore plus quand dans des dispositifs massifs de type concours ou de type examen. Ce qu'il faut, à mon avis, bien retenir sur l'évaluation, c'est pour ça que je pense que Good Grades apporte quelque chose d'une solution révolutionnaire et qu'on est vraiment content d'expérimenter au sein des écoles du Collège de Paris. C'est que, si vous voulez, l'évaluation, vous êtes au cœur de la matrice d'un dispositif éducatif. La réflexion sur les biais de l'évaluation, elle est aussi ancienne que les sciences de l'éducation. Il y a eu plein d'études qui ont été faites, qu'on appelait la constance macabre, comment vous notez, pourquoi vous mettez des meilleures notes, des bonnes notes, l'influence de la copie précédente, l'influence de votre humeur, pourquoi deux correcteurs n'arrivent pas au même résultat. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et là, tout d'un coup, avec l'IA, on peut accompagner ça, on peut instruire ça scientifiquement, on peut donner une nouvelle dimension à l'évaluation. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment une innovation pédagogique majeure. C'est une innovation pédagogique. Good Grades, c'est une start-up, elle a 4-5 ans. Oui. Et pourquoi vous avez voulu vous lancer moi, une mission sur l'évaluation ça fait très longtemps que je travaille dans l'enseignement supérieur, hein, donc j'ai eu largement le temps d'échanger avec mes collègues profs, j'allais dire en toute sincérité, de manière générale, et en particulier à chaque fois qu'ils sont venus témoigner de leur activité en évaluation, c'était assez émouvant et ça relatait quand même l'âpreté de la tâche et son lot de frustration. Donc quand on observe ou on observait, si vous voulez, l'hétérogénéité des pratiques, les pratiques constatées qui n'étaient pas forcément de très grande qualité, et la criticité des enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure, on voit qu'il y a un grand écart. Et la question que je me suis posée, c'est comment mieux satisfaire le devoir d'équité, comment mieux satisfaire le devoir de transparence, comment profiter de cette opportunité d'évaluation pour permettre et à l'intervenant et aux étudiants de faire un vrai bilan pédagogique, et comment permettre aux établissements d'utiliser cet outil-là comme un outil d'amélioration continue, de maîtrise de la qualité pédagogique des programmes, etc. Donc il y avait un peu tout ça. Alors bon, tout ça c'est un peu fourre-tout, mais je pense qu'Olivier l'a bien résumé tout à l'heure en parlant de manière générale sur l'IA. Hein. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de professionnaliser l'évaluation tout en répondant aux attentes d'individualisation des parcours et donc d'individualisation des évaluations qu'ont les étudiants aujourd'hui. Mais alors, là, vous m'avez convaincu, il faut quelque part révolutionner l'évaluation et Good Grades sert à ça. Mais comment ça fonctionne ? Alors, c'est simple, hein. Good Grades se présente comme une application de gestion d'examen, hein, où on va accompagner l'enseignant dans les phases de conception, de supervision de l'examen, de correction où il va travailler de concert avec la machine, et d'émission des résultats. Et en même temps, si vous voulez, les étudiants pourront réaliser l'examen sur la plateforme. Voilà. Donc, ça se présente de cette façon-là. Et la particularité de l'IA pour les questions de texte, c'est qu'à chaque réponse étudiante, l'IA va émettre une note et aussi, il ne faut pas l'oublier, un indice de confiance. C'est-à-dire que la machine s'auto-évalue. Hein. Donc, on est dans le domaine des maths. Hein. La machine s'auto-évalue et quand elle détecte une anomalie, elle va renvoyer cette anomalie au professeur en lui demandant de checker ce qu'elle a fait pour corriger si besoin est. De toute façon, le professeur correcteur garde la main sur la correction, peut changer tout ce qu'a émis la machine et pilote la machine. Vous voyez, donc on est vraiment dans cette conception d'un assistant d'évaluation, hein, qui va permettre au prof de déléguer toute la partie taylorienne et de garder le pilotage de la correction. Et pour aller un peu plus loin, juste, je vais me permettre 3 phrases sur la technologie. On est de la génération des modèles transformers qui ont révolutionné à partir de 2017-2018 le traitement naturel du langage, dont ChatGPT fait partie et consort. Et ce modèle-là, si vous voulez, à travers des réseaux de neurones très profonds, a réussi à encoder tous les éléments de texte, hein, les phrases, les paragraphes, etc., dans des vecteurs de haute qualité qui leur permettent d'avoir des comparaisons et des similarités très subtiles, tant et si bien, par exemple, que ces modèles-là marchent très bien avec des données qui n'ont rien à voir aux données qui ont été utilisées pour le nourrissage, par exemple. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors, vous parliez que vous avez testé au sein du Collège de France, vous êtes en phase test. Comment ça se passe ? Comment, à la limite, comment vous avez ressenti le service ou comment vos équipes ressentent le service une fois qu'il est
au sein du collège si vous voulez, c'est vrai que c'est d'une des écoles. Oui, c'est ça. On a une démarche, nous, très expérimentale au Collège de Paris. C'est-à-dire qu'on va prendre un établissement ou un ensemble d'établissements. On va l'essayer, probablement plutôt sur la partie études de commerce management. Et on va commencer à voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme comparaison d'abord entre des évaluations qui sont faites entièrement sans IA ou avec IA. On va essayer d'en tirer les conséquences. Puis ce qui va nous intéresser après, c'est, on en parlait là avant le plateau, c'est d'arriver à connecter ça avec d'autres choses. Par exemple, on s'intéresse à des boîtes qui font des organisations d'examen à distance. Qui sont pas mal développés depuis la période du confinement. Et donc ça, si on met de l'évaluation par IA, des examens à distance, surveillés ou tutorés à distance, comment ça peut se combiner? On va combiner ça, on travaille sur un projet là, avec une équipe de Centrale Supélec qui travaille sur les outils d'adaptative learning que j'exposais. Donc les tests, vous testez le niveau, vous proposez des exercices. Comment ça peut se combiner? C'est-à-dire comment de l'évaluation faite par GoodGrades, on peut peut-être en tirer des conséquences pédagogiques. C'est cette hybridation, en fait, je pense, qui sera la plus riche. D'accord. Et alors, là, aujourd'hui, la start-up GoodGrades est opérationnelle, mais dans l'intelligence artificielle et dans le monde des start-up, la technologie évolue au mois le mois. Quelles sont les perspectives d'évolution? Est-ce que vous avez des choses en projet? Comment vous imaginez GoodGrades dans 5 ans? Oui, bien sûr. Donc ça c'est une très bonne question. Donc déjà, on a construit GoodGrades sur une solution propriétaire à partir de briques technologiques open source, hébergées en France et pratiquées en France. Donc ça, c'est important parce que donc ça veut dire qu'on a une indépendance complète sur ce sujet. Bien sûr, avec les challenges technologiques que Olivier a évoqué, on a challengé notre solution avec bien sûr l'ajout de LLM, de Large Language Model, qui nous permettent en effet d'avoir des options supplémentaires. Dans le futur, nos roadmaps, c'est bien sûr à court terme de mettre en place une base de données anglais pour pouvoir officier aussi en langue anglaise, d'intégrer les formules scientifiques et puis aussi de pouvoir scanner et scormer, pardonnez-moi l'expression, les copies manuscrites. Voilà, alors il y a plein de questions. En 2 mots pour résumer, c'est quoi les avantages de GoodGrades? Les avantages de GoodGrades, donc le premier, c'est que c'est un gain de temps phénoménal par rapport à l'intervenant. Il peut avoir, suivant les disciplines, un gain de temps jusqu'à 80%. C'est le fait de lui permettre de quitter les QCM et de revenir à des questions de texte dans une activité où il doit évaluer non seulement les contenus, mais aussi la qualité des analyses et des réflexions. Donc ça, c'est très important et c'est demandé par les accréditeurs. C'est de proposer des vraies créations de valeur pédagogique avec, par exemple, ces bilans pédagogiques circonstanciés qu'on propose aux étudiants, aux professeurs, aux directeurs de programme et aux directeurs des études des établissements. Et puis, c'est aussi la correction des fiches de calcul dans tableau Excel. Vous voyez, donc là, c'est un peu plus simple, mais ça mange pas de pain, comme on dit, mais ça a été demandé par le comité pédagogique qui m'accompagne depuis le début. C'est-à-dire que quand vous êtes prof de compta, de finance, et que vous corrigez un tableau Excel, vous devez corriger non seulement les résultats, mais aussi les formules qu'il y a derrière, et c'est très piégeux. On fait facilement des erreurs d'étourderie et c'est très énergivore au niveau psychique. Donc là, la machine dégage complètement le prof de ce... Alors moi j'avais une question quand même, parce qu'il concerne aussi l'IA de manière générale, c'est IA et RGPD. C'est, j'imagine, une réflexion que vous avez eue au sein de GoodGrades, mais il y a des enjeux, parce que ChatGPT, c'est pas tout à fait serein. Alors, il y a plusieurs questions. En fait, si vous voulez, vous avez une question pour alimenter les modèles, vous devez lui donner des données. Donc ça, ces données, ça doit respecter les règles de gestion des données européennes. Il faut démontrer à quoi sert le traitement. Il faut autant que faire se peut les anonymiser. Enfin, il y a tout un tas de règles pour utiliser les datas dans un projet. Puis après, vous avez autre chose qui est que quand les gens vont utiliser des outils d'intelligence artificielle, par exemple des outils de génération de texte ou d'images, ils vont donner beaucoup d'informations sur eux-mêmes, une information très personnelle en fait, puisqu'à travers leurs questions, on va savoir de manière beaucoup plus précise qu'avec une requête Google, par exemple, ce dont ils ont envie, ce qu'ils souhaitent. Et là, ça pose des questions qui sont de l'exploitation des données personnelles qui pourraient être faites à partir des outils d'IA.
mon point de vue, mais je peux me tromper, c'est que le dispositif réglementaire est assez robuste. Il est assez adapté en fait aux questions d'IA. Et donc, je pense qu'on peut vivre avec. N'oublions pas que dans la compétition mondiale pour l'intelligence artificielle, il n'y a pas que il y a des choses qui se passent aux États-Unis, des choses qui se passent en Europe, il y a aussi des choses qui se passent en Chine, où le rapport qu'on a avec les données individuelles, avec les libertés publiques n'est pas exactement le même. Et donc, il faut quelque chose qui soit protecteur. Je crois que c'est le cas de la réglementation de protection des données. Il n'y a pas, à mon avis, urgence à surréglementer ça au risque de prendre du retard dans cette course technologique. Alors, j'avais une question de Pierre pour vous. Vous êtes dans un modèle complètement entrepreneurial. Est-ce que vous avez des contacts ou des liens avec l'enseignement supérieur public ? Oui, tout à fait. Oui. Donc moi, je discute avec plusieurs universités, en effet, parce que le modèle expérimental que l'on propose, finalement, va tirer parti d'un groupe d'enseignants, pas forcément très nombreux, vous voyez, vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5, 6 enseignants avec lesquels on va expérimenter la solution. Et donc même dans les universités publiques en question là, qui sont citées, on arrive à créer ce groupe-là avec quelqu'un qui prend en charge, qui est un peu le chef de projet interne, pour expérimenter et pour, on va dire, pouvoir tester d'abord, pouvoir s'initier, pouvoir tester à blanc, hein, et ensuite faire quelques tests en temps réel, en bien sûr en avertissant les étudiants de ce qui se passe, hein, mais qui sont très heureux de participer à une innovation majeure et puis de s'avancer vers le futur dans leur technique pédagogique. Alors, il y avait une question de Thomas, alors on a essayé, je pense, de répondre, on a répondu partiellement. C'est est-ce que vous rencontrez de la méfiance de la part des enseignants et des étudiants quant à l'usage de ces outils, notamment dans le domaine du design, de la communication et de la création en général? Alors, il y a des inquiétudes, c'est une bonne question. Il y a des inquiétudes sur les métiers. Ça, par exemple, les étudiants en design, on a une école qui s'appelle l'école Comte, par exemple, qui est une école de design textile et de mode au sein du Collège de Paris. Ils voient bien que leur métier va être sérieusement transformé, puisque la génération de logos, de modèles, d'images, c'est très facile par les outils générateurs d'images, et donc ça va transformer complètement leur métier. Donc ça, oui, il y a une inquiétude. Côté droit, les étudiants en droit sont massivement appropriés une application que j'évoquais tout à l'heure qui s'appelle Good Legal, qui fait des synthèses d'arrêts, des synthèses de documentation, et ils voient bien que ça va changer aussi la pratique du métier d'avocat, par exemple. Donc cette inquiétude, elle porte, et je pense qu'elle est légitime, sur que deviendront les métiers auxquels je me prépare dans un monde où l'intelligence artificielle sera généralisée. D'où l'importance de s'approprier les usages de l'intelligence artificielle, qu'on soit enseignant ou élève. Question de Julien. Question de Julien. Tout cela est très intéressant, mais n'y a-t-il pas un risque de dépendance à l'IA avec toutes ces évolutions et leur présence exponentielle à l'avenir? Moi, sur l'étude de cas sur laquelle je travaille, c'est-à-dire celle de l'évaluation, on n'est pas tout à fait dans ce contexte-là. Hein. Aujourd'hui, quand j'ai ouvert la boîte de Pandore de l'évaluation, heureusement que j'étais assis sur ma chaise, parce que, si vous voulez, les pratiques sont pas la qualité des pratiques n'est pas au niveau qu'on l'attend. Et donc, c'est plutôt l'inverse, si vous voulez. À partir du moment où on arrive à bien cadrer et à bien réguler, et je crois que l'Europe est aussi en avance de phase, hein, puisqu'il y a un texte qui est négocié par la Commission européenne aujourd'hui, qui va sortir dans quelques semaines ou quelques mois, et la Commission négocie comme elle peut et férocement avec les GAFAM sur le sujet. Donc, vous voyez, donc à partir du moment où l'activité est bien cadrée et bien régulée, il faut vraiment voir ce couple machine, un peu comme l'exemple de la machine à calculer que vous citiez tout à l'heure, machine professionnelle, expert, comme un couple qui va devenir plus performant et qui va redonner du cœur au ventre à une activité, celle de l'évaluation, qui aujourd'hui est une activité de souffrance. Mais par exemple, sur la question de tout ce qui est mise en place de programmes pédagogiques, il n'y a pas un risque d'uniformisation avec l'intelligence artificielle ? Il me semble que non, parce que la réponse que va donner la machine dépend beaucoup de la question que vous allez lui poser, et puis la qualité de ce que vous allez sortir va beaucoup dépendre de l'appropriation et de la réécriture
de ce que vous allez sortir. Donc non, je pense pas. D'autant plus que ça c'est le propre de l'intelligence artificielle, c'est qu'autant les machines avant elles donnaient des réponses mécaniques. Vous demandiez A, vous aviez B, vous aviez B, C ou D, mais enfin vous aviez un champ limité. Là, le champ des réponses possibles est a priori illimité. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait de risque de standardisation. En revanche, un risque peut-être de dépersonnalisation, en revanche, c'est-à-dire que de facilité, c'est-à-dire qui consisterait à prendre ce que donne la machine sans esprit critique, sans recul, et puis par paresse de le livrer tel quel. Oui, ça c'est un risque parce que ça peut déshumaniser un petit peu l'action pédagogique, mais on rabâche un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est par la formation et par l'appropriation qu'on pourra éviter ce risque-là, je pense. Et il y a un effet majeur qui est intéressant, c'est qui est un peu général sur tous les applicatifs IA, c'est qu'à partir du moment où la machine fait la majorité du boulot, mais qui est un boulot un peu standard, qui a été modélisé en tout cas, l'expert, le professionnel, l'enseignant va pouvoir se concentrer sur les cas difficiles qu'il faut approfondir et par rapport auxquels il doit passer du temps qu'il ne peut pas passer aujourd'hui parce qu'il faut qu'il scanne toute une cohorte, 200, 300 personnes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le gain de temps à un moment donné va lui permettre de donner toute son humanité aux cas d'usage qui sont à regarder de près. Alors quand on gère une cohorte, comme je l'ai fait dans le passé, si vous voulez, on s'intéresse à ceux qui sont vraiment à la traîne et à ceux qui sont vraiment devant, parce qu'on sait que ces deux populations sur lesquelles il y a du potentiel d'action et qu'il faut vraiment faire quelque chose, par exemple. D'accord. Alors là, il y a une question qui mériterait, je pense, un webinaire à lui tout seul de Julien. L'IA et éducation, cela ne soulève pas des problèmes éthiques? Vaste débat. L'IA en général soulève des questions éthiques, ça c'est de toute évidence, d'autant plus si elle est mal utilisée, c'est-à-dire en particulier si elle va être utilisée pour simuler un humain ou pour voilà, il y a toutes les questions du deepfake, par exemple, le fait de faire parler, on en parlait tout à l'heure, évidemment, faire parler quelqu'un sur la base d'un texte, c'est très bien pour produire des contenus pédagogiques rapidement, mais c'est un peu effrayant si on vous fait dire tout et n'importe quoi. Donc, il y a des enjeux éthiques de l'IA qui sont considérables, mais qu'on ne résoudra pas par des interdictions, qu'on résoudra par de l'appropriation, par de la formation et par de l'accompagnement. Dans la création de Grace, vous-même, vous avez été confronté, vous avez fait des choix. Oui, on a fait des choix. On aurait pu. Je trouve que c'est une excellente question, la question de Julien, parce qu'on aurait pu tout à fait essayer de concevoir une machine de correction automatique, vous voyez, par exemple. Mais c'est en travaillant avec les enseignants, avec quand même en ayant une empathie vis-à-vis de leur métier actuel sur l'activité d'évaluation et de ce qu'ils avaient envie de faire, qu'on a conçu cet assistant. Et la réponse, la réponse est peut-être dans la question d'ailleurs, parce que finalement, en effet, quand on parle de formation, on va parler de transmission d'humanité, hein, même si c'est du savoir, etc. Donc c'est notre humanité. Donc c'est sûr que ce qui peut être choquant, c'est de mettre un robot, une machine au milieu de tout ça, hein, puisque ça fait quand même des millénaires qu'on transmet l'humanité d'être humain à être humain. Mais l'idée, c'est de se servir de l'IA pour que la personne qui transmet soit plus disponible, je le répète, pour transmettre son humanité. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, étant donné les surcharges de travail, etc. Je crois qu'il y a un truc important là. Vous savez, ce qui est immuable dans l'éducation, c'est la relation en fait. Ce qui ne bouge pas, c'est la relation entre un maître et un élève. Et ce qui explique, ce que permet Good Grades ou ce qu'on veut permettre les outils, c'est de se consacrer toujours plus avant, consacrer plus de temps et d'énergie à la qualité de cette relation-là. Et si cette relation elle est sauvegardée, alors je pense que ce sera bénéfique pour l'éducation. Alors, il y avait une question que je gardais pour aussi la fin avec cette question sur l'éthique. Question de Jean-Philippe. Quels sont les usages de l'IA en matière de neuroéducation et de sciences cognitives? Vaste question, je ne sais pas si on peut répondre. En fait, s'il y a une concomitance, en tout cas, dans la réflexion éducative, une preuve toute simple, le livre qu'on vient de sortir s'appelle l'IA éducative, avec la même équipe à peu près d'enseignants-chercheurs, on en prépare un autre qui s'appellera neuropédagogie. Donc, je serais heureux de venir en reparler. Ce qui est sûr, c'est que ces deux questions arrivent au même moment. Il y a bien une connexion, c'est qu'au départ de la neuropédagogie, il y a l'idée de l'homme-machine, c'est-à-dire qu'on pouvait penser le système humain, c'est le thérapie bref font ça, comme une machine à qui on pouvait télécharger des compétences, par exemple. Et arrive maintenant avec l'IA
une machine-homme. Donc, intellectuellement, si vous voulez, dans le mouvement des idées, il y a une connexion très forte entre les concepts qui sont utilisés. Voilà, donc ça fait partie des sujets à regarder de près en matière d'éducation en ce moment. Alors, c'est une question de Jean-Philippe, alors qui fait écho à la question de Pierre sur enseignement supérieur public, université, etc. C'est Good Grade travaille-t-il avec des établissements secondaires, collèges, lycées? Alors, pas pour l'instant. Hein. Donc, c'est notre ambition, mais pour l'instant, si vous voulez, on s'est focalisé sur le post-bac, hein, l'enseignement supérieur. Et ce que l'on veut, c'est prouver la légitimité de cette application dans ce milieu-là, et ensuite se tourner tout naturellement vers l'éducation nationale. C'est peut-être d'ailleurs l'occasion de dire, il y a pas mal de polémiques en ce moment autour de l'enseignement privé, en particulier de l'enseignement supérieur privé. Voilà un champ de collaboration et de coopération entre l'univers public et l'univers privé, les initiatives d'IA éducative, qui est formidable et infini. Parce que la masse de manœuvre des uns côté public, puisqu'il y a quand même la majorité des classes d'âge et à l'école et dans l'enseignement supérieur qui passent par là, l'agilité et parfois les ressources des acteurs privés qui leur permettent d'expérimenter plus vite, de tester plus tôt, il y a beaucoup de choses à faire en coopération. Il faudrait vraiment que ça soit un champ où l'ensemble du monde de l'éducation, quels que soient les statuts juridiques des uns ou des autres, puisse se mobiliser et partager des initiatives. Juste pour terminer, j'avais envie de vous poser une question sur l'ouvrage que vous avez parrainé, dont vous êtes à l'origine, l'IA éducative, l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. J'imagine que vous citez des startups comme Good Grades, etc. Mais qu'est-ce qui vous a marqué comme exemple parce que vous avez travaillé avec plusieurs enseignants, est-ce qu'il y a des exemples marquants, de bons exemples d'utilisation de l'IA dans l'enseignement supérieur? Il y a Pauline Niac, j'évoquais tout à l'heure, le fait de pouvoir se dire on va travailler sur la prise de parole en public par IA, ça c'est assez bluffant. Il y a Good Legal, qui est l'outil par lequel les étudiants en droit révisent et préparent leurs examens. Oui, il y a beaucoup d'initiatives. Mais au fond, ce qui m'a marqué, c'est justement la multiplicité de ces initiatives. C'est de dire en fait, on est en 2023, et il y a déjà plein d'exemples, plus d'exemples déjà que la taille du livre nous permettait de les mettre. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est cette floraison d'initiatives, c'est ça qui est marquant. Et c'est pour ça que l'IA éducative, ça doit permettre d'essayer de les appréhender de manière globale. Voilà, donc il faut faire une veille permanente. Donc, si vous voulez en savoir plus, malheureusement, nos 45 minutes, 48 minutes sont déjà dépassées. Si vous voulez en savoir plus, sur le Collège de France, vous allez sur le site internet collègedeparis.fr. Sinon, vous avez, pour plus d'informations sur Quark Éducation et Good Grades, il faut aller sur le site internet Quark Éducation dans la rubrique EdTech. C'est ça, tout à fait, Monsieur Crisan. Et puis, bien sûr, il faut absolument lire l'IA éducative, l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur aux éditions Bréal qu'on peut commander facilement sur Internet. Et pour terminer, très sympathiquement, il y a des professionnels du secteur qui nous suivent. Si vous aviez un conseil à donner en matière d'intégration de l'IA dans l'enseignement supérieur, ce serait... Quel est votre conseil, Stéphane ? De faire tout simplement du test and learn, d'expérimenter. Il n'y a pas de solution idéale comme ça du premier coup, mais d'apprendre en marchant, vous voyez. Voilà, c'est vraiment ça. Monsieur Degarde. Un conseil évangélique, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Merci en tout cas pour vos témoignages. Merci pour vos questions. Merci de nous avoir suivis. Vous recevrez un lien en replay accompagné de documents complémentaires, notamment sur Good Grades et sur la certification formateur à l'ère de l'IA. Merci vraiment de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire proposé par Quark Éducation. Au revoir.